Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 7 août 2026. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel on reviendra sur l'intégration des exercices de résistance civile dans les exercices militaires annuels Hanguang. Vous pourrez ensuite retrouver le programme de Floriane Daille, Femme d'ombre, Femme de lumière, avec cette semaine une interview de Béatrice Zani, sociologue qui travaille sur les femmes migrantes de l'intérieur en Chine. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui continue de faire le point sur l'économie chinoise dans un contexte de tension entre Pékin et Washington. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Taïwan relativement épargné par les nouveaux droits de douane américains sur le silicium polycristallin. En matière de logements sociaux, la société civile appelle les autorités à tenir leurs engagements. Les chercheurs taïwanais signent une avancée majeure dans les semi-conducteurs bidimensionnels. L'Australie et les Philippines réaffirment l'importance de la paix dans le détroit de Taïwan. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 7 août 2026. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Et nous commençons donc avec l'annonce des nouveaux droits de douane américains sur le silicium polycristallin. Précisément, c'est par décret signé jeudi par le président Donald Trump que ces nouveaux droits de douane sont imposés sur le silicium polycristallin et ses dérivés, un matériau clé largement utilisé pour les semi-conducteurs mais aussi les panneaux solaires. Washington prévoit une surtaxe de 15% sur les produits contenant du silicium polycristallin et le décret prévoit aussi des prix minimaux à l'importation. Toutefois, pour les importations du Japon, de Corée du Sud, de Taïwan, de Suisse, du Liechtenstein et des pays de l'Union européenne, le taux de droit combiné sera plafonné à 15%. Ce vendredi 7 août, le groupe de travail sur les relations économiques et commerciales entre Taïwan et les États-Unis, relevant du gouvernement, a indiqué que, selon la première évaluation menée, l'industrie solaire de Taïwan reposait principalement sur la demande intérieure et que les exportations ne représentent qu'environ 1%. Le secteur ne devrait donc être que très peu touché par ces nouvelles mesures. Quant aux fabricants de plaquettes de silicium pour semi-conducteurs, beaucoup de fabricants taïwanais ont déjà investi aux États-Unis et ils devraient pouvoir bénéficier des contingents en franchise de droit et de la liste de matériaux exemptés dans le cadre du protocole d'entente et de coopération en matière d'investissement signé entre Taïwan et les États-Unis. Au final, Taïwan sera donc plutôt épargné par ces nouveaux droits de douane. Des chercheurs taïwanais signent une avancée majeure dans les semi-conducteurs bidimensionnels. C'est une équipe de chercheurs de l'Université nationale Yangming Chiaotong qui a franchi un obstacle majeur au développement des semi-conducteurs 2D, donc bidimensionnels, ouvrant la porte au développement potentiel de la prochaine génération de puces électroniques. En collaboration avec le géant des semi-conducteurs TSMC, l'équipe dirigée par le professeur Chang Wenhao est parvenu à mettre au point un transistor à base de disulfure de molybdène monocouche de la formule chimique MOS2 qui résout un problème clé d'interface qui limitait jusqu'ici les performances des semi-conducteurs bidimensionnels. Notons que ces derniers sont considérés comme la meilleure option dans la course à la miniaturisation des puces au-delà des limites du silicium, mais jusque-là, la question de l'interface bloquait puisqu'il manquait justement une interface performante, c'est-à-dire optimale entre le matériau et la couche diélectrique, un élément essentiel au fonctionnement des transistors. Et pour surmonter cet obstacle, les chercheurs taïwanais ont développé une toute nouvelle architecture d'interface dotée d'une couche d'oxyde d'aluminium de moins de 0,42 nanomètres d'épaisseur, qui favorise la circulation des électrons sans altérer la qualité du matériau.
Publiés dans la revue scientifique Nature Electronics, ces travaux taïwanais pourraient accélérer le développement des puces plus rapides, plus économes en énergie et compatibles avec les procédés de fabrication actuels dans la perspective de l'ère des semi-conducteurs post-silicium. La société civile appelle les autorités à tenir leurs engagements en matière de logements sociaux. Ce sont plusieurs organisations de la société civile qui ont tenu ce vendredi une conférence de presse au Parlement pour exhorter le gouvernement et les 6 supermunicipalités à exécuter leurs politiques et engagements électoraux en matière de logements sociaux. Ainsi, le groupe Social Housing Advocacy Consortium, l'organisation de réforme urbaine Hours ou encore le Taiwan Labour Front ont indiqué qu'en juillet, le gouvernement avait déjà revu à la baisse son objectif de construction de 130 000 logements sur la période 2025-2032 à 30 000 logements seulement. Et il est en plus clairement défini que les logements gérés en sous-location peuvent devenir un complément des logements sociaux. Selon la société civile, en tenant compte de l'inflation sur une période de 50 ans, les coûts de la politique d'aide au loyer et la subvention pour la location-gestion représentent respectivement 2,79 millions et 6,52 millions de dollars taïwanais, soit 74 000 et 175 000 euros, tandis que le coût moyen de construction d'un logement social s'élève à environ 2,98 millions de dollars taïwanais ou 80 000 euros. Par ailleurs, les investissements en construction des logements sociaux se transforment en un actif public permanent. Ainsi, pour ces associations, il est évident que le logement social n'est pas l'outil le plus coûteux. Yang Shuwei, secrétaire général du Taiwan Labour Front, a regretté ce recul constaté dans l'évolution de la politique des logements sociaux ces dernières années. Une dizaine d'années d'efforts a été nécessaire pour aboutir à l'adoption de la loi sur les logements en 2011, qui donnait enfin naissance aux logements sociaux. Mais le dernier plan nous laisse croire que les logements sociaux sont sur le point de disparaître avant même d'avoir eu le temps de se développer, ce qui est extrêmement regrettable et attristant. En plus de condamner le gouvernement central, je tiens également à rappeler ici aux 6 supermunicipalités qu'avec l'augmentation de leurs recettes à la suite de l'amendement de la loi sur la répartition des recettes entre le gouvernement et les collectivités locales, il leur revient de s'engager à poursuivre la construction de logements sociaux. La société civile appelle le gouvernement à organiser une réunion nationale de concertation sur la politique des logements sociaux avec la participation du secteur public au niveau central et au niveau local, avec la participation de chercheurs aussi et de la société civile. L'Australie et les Philippines réaffirment l'importance de la paix dans le détroit de Taïwan. Lors de la 3e réunion de leurs ministres de la Défense, Gilberto Teodoro et Richard Marles, ce vendredi à Darwin, les Philippines et l'Australie ont réaffirmé l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Les 2 pays ont convenu de renforcer leur coopération militaire et maritime dans l'Indo-Pacifique, notamment face aux tensions en mer de Chine méridionale. Dans un communiqué commun, ils ont aussi appelé à résoudre les différends par la voie d'un dialogue pacifique, réitérant leur opposition à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo dans le détroit de Taïwan. Par ailleurs, les 2 ministres, Teodoro et Marles, ont aussi exprimé leur vive inquiétude concernant la multiplication d'actions dangereuses des navires chinois en mer de Chine méridionale, arguant la primauté du droit international maritime, régi notamment par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et qui doit être absolument respectée. Notons enfin que Manille et Canberra ont partagé leur souhait de poursuivre les exercices militaires conjoints et d'avancer vers la signature d'un accord de coopération en matière de défense. Les îles Matsu s'inspirent du chemin de Compostelle pour attirer les touristes. Le Bureau du tourisme vient de lancer aujourd'hui 10 nouveaux itinéraires de randonnée dans l'archipel de Matsu, situé au large des côtes chinoises, avec l'ambition affichée d'en faire une version taïwanaise du chemin de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et d'attirer davantage de visiteurs étrangers. S'inscrivant dans la tendance mondiale du tourisme pédestre, comme les chemins de Saint-Jacques en Espagne et de Kumano-Kodo au Japon, le Bureau du tourisme a planifié les parcours qui mettent en valeur les paysages géologiques et écologiques, le patrimoine historique et militaire de l'archipel ou encore les sites religieux liés au culte populaire de la déesse de la mer Matsu. Un passeport de randonnée vendu $200 taïwanais, la bagatelle de 6 €, est proposé aux visiteurs
avec des coupons de réduction d'une valeur de 500 $ taïwanais ou 15 € auprès des boutiques et commerces locaux afin d'inciter les touristes à soutenir l'économie locale et, pourquoi pas, prolonger leur découverte dans les îles. La Commission ministérielle du développement national souligne la nouvelle feuille de route du gouvernement en matière de neutralité carbone. Le président de la Commission nationale du développement, Ye Chuan-hsien, a réitéré aujourd'hui les nouveaux objectifs du pays pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, selon les termes du troisième plan révisé par le UN exécutif. Face aux tendances mondiales vers le zéro émission net et aux nouveaux défis liés à l'essor de l'intelligence artificielle, le gouvernement taïwanais a renforcé ses ambitions de réduction des gaz à effet de serre par rapport au niveau référence de 2005, et ce en plusieurs paliers. Voici les détails du président de la Commission nationale du développement, Ye Chuan-hsien. Nous visons une réduction des émissions de 28%, plus ou moins 2%, d'ici 2030 et de 32% à plus ou moins 2% à l'horizon 2032 et 38% à plus ou moins aussi 2% pour 2035. Chaque année, nous espérons augmenter progressivement l'ampleur de cette réduction des émissions carboniques. Selon les prévisions de ce troisième programme, nous espérons parvenir à l'objectif de neutralité carbone en 2050. Ye Chuan-hsien a également souligné que l'entrée en vigueur du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, ainsi que les mesures de réduction des émissions dans les chaînes d'approvisionnement et de transparence en matière d'empreinte environnementale auront un impact direct sur les entreprises, leur compétitivité internationale et leur stratégie industrielle. Comparé aux pays voisins, il a aussi souligné que cette feuille de route pour la neutralité carbone de Taïwan place les objectifs légèrement inférieurs à ceux du Japon, mais devant ceux de la Corée du Sud, ce qui témoigne, selon lui, de la volonté taïwanaise de suivre le rythme international vers la neutralité carbone. Taïwan vise un taux d'emploi de 50% des seniors face aux défis de sa démographie super âgée. On le sait, depuis 2025, la démographie taïwanaise est officiellement entrée dans la phase de société dite super âgée, c'est-à-dire où plus de 20% de sa population est âgée de plus de 65 ans. Aujourd'hui, le président de la Commission nationale des sciences et technologies, Wu Cheng-wen, a indiqué que le gouvernement souhaitait porter le taux d'emploi des seniors à 50% contre 10% actuellement pour faire face à la diminution de la population active. Une déclaration faite à l'occasion du 3e salon des industries de la santé pour les seniors, ouvert ce vendredi 7 août. Selon le ministre sans portefeuille et ancien ministre de la Santé Chen Shih-chung, si le taux d'activité des personnes âgées est porté à 25%, cela représenterait, sur la base des 4,7 millions de personnes de plus de 65 ans, une augmentation de 700 000 personnes actives en plus pour le pays. Et si chaque travailleur âgé génère environ 10 000 $ taïwanais ou 270 € environ de valeur ajoutée par mois, alors il est possible d'observer sur cette base une valeur ajoutée générée annuelle qui dépasserait les 80 milliards de dollars taïwanais ou 2,1 milliards d'euros. Cela aurait un impact très positif, selon lui, sur l'économie taïwanaise. Pour en revenir à ce salon des industries de la santé pour les personnes âgées, il est placé sous le thème Taïwan, chef de file de la nouvelle économie de la longévité. Il regroupe 1380 stands, une hausse de participation de 15% par rapport à l'année dernière. Dans son allocution à l'ouverture du salon, le ministre des Sciences et Technologies, Wu Cheng-wen, a souligné que face au vieillissement accéléré de la population, les politiques publiques ne devaient plus se limiter aux seuls soins de santé, mais devaient au contraire encourager les personnes âgées à continuer de participer à la vie économique et sociale en mettant à profit leur expérience et leurs compétences. Vous venez de suivre le journal de l'information présenté aujourd'hui par François-Xavier Boulet sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Bonne suite de programmes en notre compagnie.